Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Alors, que ce soit en politique ou dans la société, vivons-nous sous la tyrannie des émotions? Et si c'est le cas, comment et par qui sommes-nous manipulés? On en débat ce soir avec Georges-Marc Benamou. Vous êtes journaliste, vous avez dirigé le magazine Globe de 1986 à 1993, confident de François Mitterrand au cours des dernières années de son existence. Vous avez publié après sa mort Le Dernier Mitterrand, un livre qui vous a été beaucoup reproché par ses proches. Aujourd'hui, vous publiez Comédie française, un portrait à charge de Nicolas Sarkozy dans l'intimité. Vous avez en effet fait partie de son cercle rapproché pendant la campagne présidentielle, la première, celle de 2007. Il vous a nommé dans la foulée à l'Élysée, conseiller à la culture et à la communication, poste dont vous avez été limogé en 2008. C'est tout cela que vous racontez dans Comédie française. Florence Aubenas, grand reporter au quotidien Le Monde, vous êtes l'auteur du Quai de Ouistreham en 2010, un livre enquête dans lequel vous vous étiez glissé dans la peau d'une chômeuse sans formation. Vous étiez devenue femme de ménage sur les ferries. Aujourd'hui, vous publiez En France, un recueil de reportages dans ce qu'on a coutume d'appeler la France d'en bas et que vous appelez tout simplement la France. Théodore Zeldin, vous êtes anglais, vous êtes historien, sociologue. On vous doit notamment une histoire des passions françaises en 5 volumes. Aujourd'hui, vous publiez Les plaisirs cachés de la vie, dans lequel vous expliquez que la grande aventure de ce début du XXIe siècle, c'est de découvrir qui habite notre planète, de s'intéresser vraiment à la vie des 7 milliards de terriens, afin d'élargir notre conception de l'existence. Bruno Fuligny, vous êtes historien, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres, dont un tour du monde des terres françaises oubliées, dont nous avions beaucoup parlé ici. Aujourd'hui, vous publiez Secret d'État, un livre écrit et illustré à partir des archives du ministère de l'Intérieur sous la Troisième République, racontant nombre d'affaires, d'assassinats, de scandales, de complots, d'affaires aujourd'hui oubliées, mais qui ont à l'époque fait trembler la République, selon l'expression consacrée. Sophie Vaniche, vous êtes historienne, vous avez beaucoup travaillé sur les émotions, vous êtes l'auteur de La longue marche du peuple, de Les émotions, la Révolution française et le présent, et de Histoire d'un trésor perdu, transmettre la Révolution française. Enfin, Pierre Lecause, vous êtes philosophe, vous publiez Le gouvernement des émotions, un essai dans lequel vous dénoncez la manière dont nos émotions, comme par exemple l'indignation ou la compassion, sont manipulées par les politiques et les médias. Alors commençons par un phénomène qui tient à la fois de l'hyper-personnalisation de la politique et de l'influence de la télé-réalité. C'est la recrudescence des livres sur les coulisses du pouvoir, écrits par les politiques eux-mêmes, dès qu'ils ont quitté le pouvoir, qu'ils aient voulu le quitter volontairement d'ailleurs, ou qu'ils en aient été chassés. Regardez. Guillaume Garot, vous êtes venu nous rejoindre, vous avez été maire de Laval, ministre délégué à l'agroalimentaire du gouvernement Ayrault de 2012 à 2014. Vous êtes aujourd'hui député socialiste de la Mayenne et dans une tribune virulente dans Libération intitulée La politique des mauvais sentiments, vous vous en prenez à ces livres règlements de compte qui ne font à vos yeux qu'alimenter le procès en cynisme et en tartufferie des politiques. Je vous cite. On conteste pour exister, dites-vous, on balance pour mieux briller et puis surtout on attaque ce qu'il y a encore très peu de temps, on défendait. C'est ça qui vous énerve? Ah oui, mais plus qu'énervé, ça me met en colère et que lorsqu'on voit le reportage que vous venez de diffuser, il n'y a qu'un seul mot qui vient à la bouche, c'est stop. Stop, parce que c'est pas ça la politique. Ça ne peut pas être dénoncé à l'automne ce qu'on faisait l'été. C'est pas possible, on ne peut pas être dans ce comportement-là. Et moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est une forme de dérive individualiste dans la politique. Égoïste, vous dites. Mais bien sûr, individualiste, égocentrique finalement, dans la politique, où l'individu prend le pas
sur la responsabilité qu'on exerce ou qu'on a exercée. Alors tous les livres qu'on a montrés là, oui. on les a mis dans le désordre, enfin chronologiquement, mais ce n'est pas tous les mêmes livres. Hein. Non, il y en a qui ne s'attaquent pas spécialement au président qu'il venait de servir. Bien il y en sûr. a d'autres, en revanche, qui sont particulièrement critiques à son égard, Bien soit sûr. de gauche comme de droite d'ailleurs. Voilà, hein. mais c'est ce type de comportement que je veux mettre en cause, parce que je considère que ça ne sert pas l'idée qu'on se fait de la République et l'idée qu'on se fait de la démocratie, parce que ça alimente le procès, je le disais, en tartufferie des politiques, parce qu'on a l'impression que les politiques, ils sont dans la duplicité. Ils font une chose et ils disent 2 semaines après l'inverse de ce qu'ils faisaient. Comment voulez-vous qu'on donne une belle image de la politique? Comment voulez-vous que l'exigence de sincérité, de conviction qu'on doit avoir quand on mène une action publique soit comprise de la part des citoyens? C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible, pas pensable, pas intelligible par les gens. Et donc, il faut arrêter ce type de comportement et redire des choses extrêmement simples, que la politique, c'est du collectif. Il faut remettre du sens collectif dans l'action publique, que la politique, c'est de la solidarité. Lorsqu'on a été membre d'un gouvernement, on doit assumer ce qu'on a fait pendant et on doit assumer après ce qu'on a fait avant. Ça et on ne doit pas raconter, parce qu'il y en a qui sont solidaires, qui assument, hein, parmi tout ce qu'on a montré, mais on les entend moins. Mais on les entend moins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la télé-réalité, qui est finalement une forme de dévoyance finalement de la politique, parce qu'on a le sentiment que l'individualisme, je le disais, prend le pas sur tout le reste, et on a le sentiment que comme ça on laisse filer complètement les choses. Et donc c'est contraire à l'idée même de la responsabilité. Parce que quand on est responsable, on n'est pas simplement un jour, on doit l'être dans la durée. Et on ne doit rien raconter. Non, c'est pas ça. Mais il faut, parce que on viendra sans doute à l'ouvrage de Monsieur Benamou, mais soit on fait œuvre de mémorialiste, d'historien, c'est Saint-Simon finalement, et on peut écrire, raconter, mais après, lorsqu'on a changé de cycle politique. Mais là, ce que je mets en cause, c'est que ces écrits-là sont faits pendant l'action publique, pendant la bataille qui est menée lorsqu'on a un pays, tout simplement, à redresser. Et c'est ça qui est plus acceptable, je considère. Alors, Georges-Marc Benamou, vous brûlez dans votre livre ce que vous avez adoré, hein, notamment Nicolas Sarkozy. C'est un peu, on peut le lire comme on lit le livre de Valérie Trierweiler. C'est une histoire d'amour déçu. Au départ, vous étiez le favori, il vous appelait bon Georges-Marc, et puis après, quand vous arrivez à l'Élysée, ça se passe moins bien, il commence à vous engueuler, il commence à être un peu... Voilà, et puis ça se termine très très mal, et il y a beaucoup de psychologie. Vous ne parlez pas que de politique dans ce livre, vous parlez de psychologie. Je vais vous faire une confidence. Oui. Je crois que je ne me sens pas que j'ai couché avec lui. Non, j'ai pas dit ça non plus. Il faut faut remettre à sa place. Moi, je balance dans tous mes livres. Moi, c'est le grand déballage dans tous mes livres. Moi, j'ai déballé mon affection immense pour le vieux Mitterrand. J'ai déballé mes inquiétudes d'enfance dans des livres sur De Gaulle et la guerre d'Algérie. Moi, je balance, j'ai vécu. Vous voulez dire que vous avez balancé depuis toujours, quoi. Je balance depuis toujours, mais c'est parce que je suis un écrivain, c'est mon 9e livre. Enfin, je veux dire, pardon, j'écris, je vis comme ça. Moi, je suis pas du tout un homme politique. Ce que vous dites sur vos copains hommes politiques, vous avez raison. Moi, je suis pas un homme politique. Oui, mais ça vaut aussi pour les conseillers, monsieur Benamou. Oui. Non, mais moi, je Patrick Buisson, de ce que vous avez fait, quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte d'attirance bizarroïde sur laquelle j'ai voulu m'interroger moi-même. Je veux dire, je me donne pas le beau rôle. Je suis un homme de gauche qui a été travaillé pour Sarkozy, considérant que Mme Ségolène Royal, à l'époque, n'était pas le symbole de la gauche. Enfin, entre les deux, vraiment, vous avez fait une erreur. Je préfère Nicolas Sarkozy. C'était pas la dernière, d'ailleurs. Bon, voilà. J'ai pas été le seul, il y a 54% des Français. Et j'ai vécu, c'est vrai, une aventure singulière. Assez formidable, faut dire, dans la campagne qu'on a inventée avec Jean-Michel Goudard, avec Henri Guénaud, avec une bande de cette firme-là dont on parle dans les journaux. Et puis, une expérience absolument épouvantable, pour moi qui suis quand même un ancien avocat, enfin, je veux dire, à l'intérieur du pouvoir. Enfin, j'ai vécu, pour reprendre l'expression de Frédéric Mitterrand, je me sens assez proche de son témoignage, quelque chose, une sorte d'endurance. Et j'ai eu besoin de cette thérapie de l'écriture. Et c'est vrai que j'ai passé 2 ans à terre. Ce livre m'a reconstruit, j'ai repris ma parole, retrouvé mon identité, retrouvé ma liberté d'écrivain et non pas de conseiller. Et cette vie de conseiller, finalement, c'était une erreur. Mais au détriment, pardonnez-moi, Georges-Marc Benamou, mais au détriment d'une certaine image qu'on peut se faire du président de la République en fonction. Écoutez, il n'a pas besoin de moi pour dégrader l'image présidentielle. Ça a commencé avec Casse-toi pauvre con. Quand j'en ai parlé à l'Élysée, on m'a dit que j'étais un parasite pessimiste.
quand j'ai dit que, voilà, enfin, je veux dire, assez vite, j'ai vu quand même comment ça se Bien passait. porté, Voilà, donc quand j'ai tout fait avec Jean-Michel Goudard pour qu'on évite le Fouquet's et la grossière croisière à Malte, il devait faire une retraite dans un monastère. Enfin, faut dire qu'effectivement, moi, j'ai une certaine idée du corps du roi, des deux corps du roi, et du président de la République. J'ai aimé infiniment Mitterrand. L'autre, il m'a déçu assez vite, oui, il faut le dire. J'ai vécu sous sa tyrannie, j'en parle aujourd'hui, j'ai eu du mal à me relever. Pierre Lecause, est-ce que là, on est dans le gouvernement des émotions avec tous ces livres-là, pas seulement avec celui de Georges-Marc Benamou qui vient de sortir, mais c'est le dernier d'une longue série. Est-ce là, on est dans ce que vous appelez et que vous dénoncez comme le gouvernement des émotions? C'est l'empire des passions tristes, le voyeurisme, la complaisance morbide, la haine, le ressentiment. Toute cette exhibition des affects véhicule une vision rabougrie de l'homme comme étant un animal émotif, excité par tout et par rien, sans esprit critique. Pour ma part, il est temps, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, de mettre un cran d'arrêt à cette logique du tout affectif. Je crois que les médias ont une responsabilité parce que tous ces bouquins qui ne valent rien, qui ont leur place dans un caniveau, eh bien, ils existent aussi par les journalistes, malheureusement. Mais encore une fois, je tiens à ce que ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui ne parlent que de politique, même si ça consiste à raconter ce que ces politiques-là ont vécu au pouvoir. Mais il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de psychologisation. Non, mais il y a un manque de magnanimité, il n'y a pas de grandeur d'âme. Bien sûr, quand vous êtes engagé dans une aventure institutionnelle, politique, éthique, vous faites partie du comité d'éthique ou autre, eh bien, vous voyez des choses, vous entendez des confidences, mais tous ces secrets, vous les emportez avec vous dans la tombe. Le comité d'éthique, vous en êtes le vice-président, vous en avez été le vice-président. C'est ça, voilà. Et jamais aucun membre du comité d'éthique, je peux vous le dire, ne racontera ce qu'il a vu ou entendu dans ce genre d'institution, parce qu'il y a des codes de civilité et une moralité qui fait malheureusement défaut aux politiques aujourd'hui. Bon, donc le débat est ouvert. Sophie Véniche. Il me semble que c'est une erreur de confondre le livre qui dévoile la vie privée en tant que telle et ce qui dévoile des secrets, qui seraient des secrets d'État. Parce que les vrais secrets d'État, je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ne sont pas au niveau de la nation, ou qui sont au niveau, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce. Et l'Organisation mondiale du commerce ne laisse pas personne dire quoi que ce soit des secrets, et tout fonctionne au secret. C'est-à-dire que quand il y a eu une anthropologie de l'OMC, ce qui est montré, c'est le clair-obscur et l'impossibilité d'accéder. Quand on observe les organismes internationaux, on a absolument l'impossibilité de savoir exactement ce qui s'y passe. Donc ce que ça veut dire, c'est que si les secrets sont effectivement dévoilés aussi vite, c'est que ce sont des secrets de polichinelle de lieux qui n'ont pas vraiment de pouvoir. Et je pense que peut-être il faut le saisir comme symptôme plutôt que comme problème. Le problème, c'est l'absence de pouvoir et donc finalement des inquiétudes individualistes. Mais Vous voulez dire qu'on écrit un livre après, justement parce qu'on n'avait pas de pouvoir avant? Bien sûr. Si on avait du pouvoir et qu'on en a encore, dans une certaine mesure, on poursuit. Et les lieux qui sont les véritables lieux du pouvoir en ce moment maintiennent des secrets qui sont loin d'être démocratiques. Et dans l'espace public démocratique, depuis la Révolution française au moins, ce qui est annoncé, c'est que ce qui concerne la vie privée ne doit pas être présent parce qu'effectivement, ça opacifie le débat démocratique. Mais ce qui concerne la tartufferie, ce qui concerne les faux-semblants, au contraire, doit être constamment dénoncé dans la presse. Et s'il y a effectivement un discours qui est donné au moment d'une campagne électorale et qui est complètement dévoyé par la politique qui est menée, il y a nécessité morale de effectivement le rappeler, le dénoncer, etc. Donc l'enjeu de l'espace public démocratique, c'est pas le même si on dévoile la tartufferie, le secret d'État, et quand on dévoile la vie avec son compagnon. C'est pas du même ordre. Vous vouliez répondre, Jean-Marc? Oui, moi je suis assez d'accord. Les secrets fondamentaux, ils sont probablement des institutions internationales, parce que la France est bien affaiblie. Mais je pense qu'il y a plein de livres différents. Il y a toute une tradition littéraire du mémorialisme politique qui remonte probablement à la Renaissance,
etc. Et je pense que raconter le pouvoir de l'intérieur, s'y donner un rôle, est une tradition littéraire. Hein. Je ne dis pas que... je pense qu'il y a... Et qu'elle relève plutôt de la dénonciation de la tartufferie que du dévoilement de la vie privée. Oui, enfin là, en l'occurrence, d'avoir des hommes politiques qui ont été au pouvoir et qui sortent des livres juste après, c'est quand même assez récent. Mais si c'est des écrivains, bravo. Non mais si c'est le maire c'est pas la même chose que Madame Bateau. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est un véritable écrivain. Delphine Bateau, je pas sûr. Oui, bon, voilà. enfin, la qualité mais c'est important. La aussi, qualité pardon, du la vécu qualité peut être équivalente. Théodore Zeldin, vous trouvez que ces livres-là, c'est bien, je suis sûr. Hein. Oui, je ne comprends pas ce problème que vous posez. Vous dites qu'il y a la tyrannie des émotions. C'est comme dire il y a la tyrannie du climat. Il y a des tempêtes et vous vous plaignez. Il me semble également que monsieur qui raconte que la politique doit être le collectif. Mais chaque membre d'un parti, d'un gouvernement a ses propres idées. Et ils prétendent qu'ils sont d'accord pour avoir le pouvoir. Pendant quelques minutes, ils disent tous ensemble, nous allons faire quelque chose ensemble, mais ce n'est pas vrai. Ils ont chacun une autre opinion. Et si on entre dans des gouvernements comme quelquefois j'ai pu le faire, je vois qu'ils sont très aimables l'un envers l'autre, mais dès qu'ils tournent le dos, pop, ils mettent le couteau. Et il y a une haine extraordinaire, une rivalité, une jalousie. Et vous êtes surpris qu'après, ils essayent de se venger. Non, je ne suis pas surpris, mais il se trouve qu'ils sont de plus en plus nombreux, comme on vient de le voir. Et finalement, vous trouvez ça bien qu'ils essayent de se venger, ou en tout cas qu'ils racontent leur vision personnelle de ce qui s'est passé du temps où ils étaient au pouvoir? Oui, je veux voir que chacun est différent et a des ambitions différentes et aussi des maladies différentes. Bruno Fellini? Oui, ben ça m'amuse parce que pour l'historien, tout livre est intéressant, même un mauvais livre. Un livre, c'est une source et ça permet de comprendre une époque par toutes sortes de choses, le vocabulaire utilisé, les allusions, les anecdotes, les personnages. Alors, il y a en plus en France une tradition du livre politique, le mémorialiste, oui, mais aussi le pamphlet. Un livre, c'est un acte. C'est un acte politique. Publier un livre, c'est faire irruption sur la scène politique en disant j'ai quelque chose à dire et vous allez m'écouter et voilà. Alors après, ce qui fait la différence, bien sûr, c'est la qualité. Il y a des livres risibles, il y a des chefs-d'œuvre. Dans les pamphlets, il y a des chefs-d'œuvre et. Non mais là, on n'est pas en train de parler de leur qualité littéraire. Hein. Non mais ça va de pair. Ça va de pair. Ça va de pair parce que si on lit, l'histoire d'un crime, Victor Hugo a un règlement de compte personnel à régler avec Louis-Napoléon Bonaparte. Personnel, ça a été un proche, il va devenir un ennemi. Quand François Mitterrand publie le coup d'État permanent, pamphlet remarquable, texte superbe, c'est un livre qui est 100% politique et c'est un livre qu'on a du plaisir à lire. Oui, mais il était dans l'opposition. Et il ne racontait pas les secrets de l'Élysée sous le général de Gaulle. Non, mais il l'attaquait avec une virulence qui aujourd'hui vous conduirait devant les tribunaux. Hein, mais dans un très beau français. Ce qui a fait aussi que ça a passé et que c'est un livre que l'on peut lire aujourd'hui avec plaisir. Alors que d'autres livres, l'historien se force un petit peu, hein, parce que ça vieillit très vite, la littérature vengeresse. Je ne comprends pas pourquoi vous dites c'est mauvais de révéler les secrets. Non, je pose la question, moi. Parce qu'on veut savoir la vérité. Donc, ils disent la vérité telle qu'ils le conçoivent. Oui, mais justement, alors, on peut se poser la question. Le vécu n'est pas forcément vrai. En l'occurrence, Georges-Marc Benabou, qu'est-ce qui nous prouve que vous racontez la vérité? Je sais pas. Demandez à François Fillon s'il est vrai que pendant 6 mois, ce que je raconte dans mon livre, il n'a pas réussi à avoir le président de la République dans un rendez-vous tête-à-tête et qu'il s'en est plaint. C'est ça les tartufferies qu'on découvre à l'intérieur du pouvoir. Le Premier ministre qui se lamente auprès de moi en disant « je n'arrive pas à le voir, ça fait 6 mois ». C'est inquiétant. Il faut le savoir. La TVA sociale, qu'on discute un dimanche en 15 minutes, liquidée, en 15 minutes, il faut le savoir. Mais la tyrannie du quotidien et les dérapages sur les libertés publiques, il faut le savoir. Il faut savoir aussi les coups de génie politique. Enfin, je veux dire, mais oui, le président de la République qui vous saute dessus en hurlant jeune homme qui je veux, jeune homme qui je veux. Peut-être que vous avez exagéré, quoi. Il y avait Frédéric Mitterrand dans la salle, demandez-lui. Ouais. Je peux réagir en disant, malheureusement, vous croyez que c'est vrai, mais c'est vous qui le dites que Fillon n'a pas eu de rendez-vous avec Sarkozy. Jamais on ne saura la vérité là-dessus. Et je voudrais rappeler quand même que depuis Platon
le vécu est l'ennemi du vrai, justement, parce qu'il y a de la subjectivité, il y a des fantasmes, il y a des névroses. C'est pour Et ça qu'on a dit aujourd'hui, qu'il y a des il y a une écrivains. évolution de la société, je trouve, bénéfique au sein des comités de déontologie ou d'éthique, où on est plusieurs et chacun éclaire la On passe nos réalité de manuscrits, son hein. point de vue. Mais la vérité, c'est une entreprise collective. Monsieur Garot. Oui, il y a quand même deux choses qui sont nouvelles aujourd'hui. D'abord, c'est la rapidité avec laquelle certains dénoncent ce à quoi ils participaient hier. Et ça, très franchement, c'est quand même assez neuf dans l'espace public. Enfin, vous nous direz ou vous nous contredirez. Jean-François Benamou a attendu 6 ans. Oui, et puis, je ne vais pas prendre votre défense, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Sarkozy n'est plus au pouvoir. Bon, et donc, on peut considérer que... Mais il veut revenir. Oui, alors ça, du coup, ça peut être un outil politique, votre Pour le revenir, ou pour le faire revenir, ou pour l'empêcher de revenir? Non, c'est... Ce seront les militants de l'UMP qui jugeront bientôt, manifestement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose, je peux revenir sur le collectif, parce que, à vous écouter, à écouter certains d'entre vous ce soir, on a l'impression que la politique n'est faite que d'individus, de personnalités. Mais c'est pas vrai. La politique, c'est aussi des idées. Et heureusement qu'il y a des idées et des collectifs, des groupes pour réguler tout simplement la démocratie. Donc il ne faut pas oublier ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, la dérive à laquelle on assiste... L'hyper-personnalisation. Bien sûr, cette hyper-personnalisation, eh bien, c'est une fragilisation finalement de la démocratie, au sens où la démocratie, c'est l'organisation du débat autour de pôles d'idées, autour de groupes, autour de collectifs qui permettent aux citoyens de choisir. Et la politique, c'est pas simplement de choisir entre des individus, c'est choisir aussi des idées, des projets de société. Et c'est ça qui fait la noblesse de la politique. Et on a trop souvent, me semble-t-il, Mais vous savez bien on a aussi que l'oubli de tout ça. dans les élections au suffrage universel, les citoyens, ils votent aussi pour la personnalité qu'ils préfèrent. Bien sûr. Et il y a des Mais personnalités qu'ils certainement, détestent. certainement, je suis un élu. Je suis un élu local et je suis un élu national. Bon, j'imagine que ce que je suis compte dans le vote des citoyens. Mais je n'oublie jamais pourquoi je suis élu ou pourquoi je suis battu. Parce que je représente aussi quelque chose. Je représente des idées. Je représente un parti politique. Je représente un projet de société. Et heureusement que les idées que nous portons dépassent les individus que nous sommes. Je crois que vous vous trompez. Ah bon? C'est-à-dire, Alors, si M. Delville me dit vous ça... croyez qu'on vous élit parce que vous avez des idées. Mais on sait qu'un homme politique est incapable de tenir ses promesses. Parce qu'il y a tellement de difficultés. Il y a toute l'administration qui dit c'est impossible de changer cela. Et il y a tout empêchement. Il n'y a pas un homme politique, très rarement, qui a réussi à faire exactement ce qu'il a promis. Oui, mais M. Zeldin, il n'empêche que entre des valeurs de droite et des valeurs de gauche, je pourrais ajouter aujourd'hui des valeurs d'extrême droite, il y a quand même 3 projets de société qui sont différents. Et donc, heureusement que lorsque l'électeur a le choix avec le bulletin de vote, il choisit parmi des valeurs celles qui lui correspondent le mieux et celles qu'il souhaite pour son pays. C'est ça qui compte aussi. C'est vrai que c'est pas facile d'agir, c'est pas facile d'être responsable politique. Je suis bien placé pour le savoir. Mais reconnaissez qu'il doit y avoir néanmoins de la constance dans les convictions qu'on porte et dans le projet qu'on porte pour une société. Oui, Théodore Zeldin, vous voulez ajouter quelque chose? Quand on a élu Sarkozy, on a cru que c'était un homme qui fallait changer le monde, n'est-ce pas? Et on ne le connaissait pas C'est ce qu'a bien. cru malheureusement M. Benamou. Oui, on ne connaissait pas bien. Il reconnaît aujourd'hui qu'il s'est trompé. Et le grand Voilà. problème, c'est de connaître les candidats, leur caractère, plutôt que leur programme. Donc c'est pour ça que ces livres sont intéressants, parce qu'ils nous éclairent sur le caractère. Même si... alors, Florence Aubenas, qu'on n'a pas encore entendu, et Sophie Vaniche. Oui, l'impression que ça donne quand même, pardon, j'ai mal à la gorge, l'impression que ça donne quand même, c'est d'un grand souffle qui peut. Je trouve qu'aujourd'hui, la classe politique est entre elles et se dit, voilà, la moitié des électeurs aujourd'hui votent contre ce système et comment faire pour m'en démarquer. Et je suis tout à fait sûr que vous avez des convictions et je les respecte complètement. Mais malheureusement, je crains que les gens ne fassent pas leur choix électoral simplement en fonction de ça. Et que beaucoup de gens votent en disant « je n'ai plus confiance dans cette classe politique dans son ensemble et je vote contre, je ne vote plus, je vote à la gauche de la gauche, je vote à l'extrême droite et vote contre cette classe politique ». Oui, mais Et justement, donc tous les ces bouquins- livres, Et tous ces livres sont le fait de personnes qui se disent « comment tirer mon épingle du jeu
comment courir vite hors de ce grand sac où on a mis tous ceux qui nous trompent depuis des années. Je ne vous dis pas mon sentiment, je vous dis l'impression que ça donne. Un électeur sur 2 ne vote pas pour la classe politique qui gouverne. Donc je pense que le véritable problème est là. Et tous ceux qui essayent aujourd'hui de s'en démarquer tentent de rejoindre ça. Comment prendre le maquis, comment être autrement, comment passer du côté des anti-systèmes. Donc tous les dissidents, ceux qui viennent de quitter le gouvernement Qui se demandent comment et qui faire. immédiatement disent je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il y a une grande confusion, un grand sauf qui peut. Et eux-mêmes auraient du mal à dire, je pense que vous auriez du mal à dire quelle est la démarche exactement. Qu'est-ce que c'est? C'est quitter le PS? Pas sûr. Où aller? Comment faire? Il y a là un brouillage de toutes les frontières et de toutes les étiquettes. Parce que moi je le constate aussi, parce que c'est pas qu'un livre de déballage, c'est aussi la crise de la Ve République telle qu'elle est devenue, customisée, 5 ans, réduite, enfin de la Ve originelle il ne reste plus rien. Et aujourd'hui on voit bien que les tics insupportables du système Sarkozy, qui aurait cru, ont été reproduits par le système Hollande, c'est-à-dire ce système de cour, les conseillers, la femme qui fait le gouvernement et qui fait le cabinet de l'Élysée, l'influence. Enfin, écoutez, il y a quand même un échec patent de ces 2 petits présidents. C'est ce que disait Mitterrand. Je suis dans le film de Guédiguian tiré de mon livre. Je suis le dernier des grands présidents. À l'époque, on pensait qu'il était fou, mais le système institutionnel fait que ce sont des présidents défaillants, comme on dit, qu'il y a un père défaillant. Et c'est ça, moi, que j'ai constaté finalement dans cette comédie française. Sarkozy, ce mec qui me hurle dessus, pour la première et dernière fois, jeune homme, c'est un président défaillant, parce qu'il a, face à Madame Merkel, face à la réalité des choses, aucune prise pour l'instant. Donc c'est cette distorsion entre l'imaginaire collectif totalement monarchique et finalement une certaine misère de nos chefs qui marque que les gens doivent sentir. Voilà. C'est ça, moi, qui m'a frappé. Sophie Vaniche. Ce qui m'a frappé, c'est dans le débat, là, ce qui s'installe, c'est collectif contre individu. Mais les émotions, elles sont toujours collectives, elles ne sont pas uniquement individuelles. Et c'est l'articulation entre les deux qui est intéressant. Et il me semble que même quand on parle des individus qui écrivent ces livres, la question, c'est comment ils prennent position par rapport au collectif. C'est-à-dire que, effectivement, je suis d'accord, il s'agit de se démarquer. Mais se démarquer, c'est marquer une défiance par rapport aux logiques politiques qui sont à l'œuvre d'Ancien Régime, au bout du compte. Parce que parler de la vie privée des individus au pouvoir, c'est une logique d'Ancien Régime que les révolutionnaires redoutaient. Ils ont estimé qu'il fallait cesser de parler de la santé du monarque, de la santé des législateurs, de leurs amours, de leurs jeux, enfin, toutes ces choses-là encombraient le débat public. Paraissait toutes les vies privées, d'ailleurs, dans les livres, ils allaient aussi loin qu'on va aujourd'hui. En même temps, ça faisait pas partie du débat public, ça faisait partie de ce qui pouvait circuler, mais qui n'était pas mis, on ne mettait pas l'accent, et surtout, on le craignait. C'est-à-dire qu'on faisait vraiment la différence. Mais ce qui me paraît à nouveau intéressant, c'est l'articulation entre l'individu et le collectif. Et c'est cette articulation qui est faible. Parce qu'on ne peut pas effectivement demander aux gens de voter pour des valeurs quand elles sont immédiatement dévoyées très, très peu de temps après les élections. Et donc on sait bien que le discours sur les financiers était un discours électoral et qu'il n'a pas été tenu. On sait bien toutes sortes de choses. On n'est pas complètement idiot quand on est électeur. Et donc il y a bien quelque chose de cette tartufferie qui fait que il y a quelque chose à en dire. Et donc l'individu qui se défie de sa propre participation au pouvoir, on peut considérer que dans une certaine mesure, il fait effectivement une œuvre salutaire aussi, pas uniquement négative. Après, la question, c'est comment c'est ressaisi dans l'espace public. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est ressaisi effectivement du côté des passions tristes. Et dans une logique qui n'est pas de se réinventer dans un espace public démocratique pour faire autre chose, mais effectivement de disqualifier toute possibilité du politique. Mais alors, il y a une course à la sincérité quand même. C'est-à-dire qu'on dit souvent l'homme politique ment, voilà, les promesses ne sont pas tenues, toute cette défiance qu'il y a. Et donc on voit chacun d'entre eux dit, voilà, moi je ne vais pas mentir. Voilà, moi je vais vous dire la vérité vraie, la vraie coulisse, voilà. Et il y a cette espèce de course, c'est cocasse, vous savez, dans les journaux on a reçu tous ces bouquins. Et donc ils sont posés sur des bureaux et chacun se sert. Alors, on a insoumise, révolté, les coulisses, les vraies coulisses, les encore plus vraies coulisses. C'est comme la lessive qui lave plus blanc, encore plus blanc que blanc, encore plus sincère que ça. Donc, on est vraiment là-dedans. Oui, mais après, c'est la ressaisie. Bien sûr, mais personne n'y croit. Bien sûr que personne n'y croit, mais c'est cocasse. Il y a là l'effet on l'a vu, plus il y a d'anecdotes, plus il y a de révélations, entre guillemets, plus ces livres-là ont du succès. Vous le savez, Georges-Marc Benamou. C'est lié aux médias, quand même, parce que les politiques font aussi
de la politique en fonction de la logique du coup de com', le tweet, le buzz, ils sont pris dans les médias. Oui, ils sont. C'est pas la même chose. Oui, mais justement, ils pensent qu'ils doivent être de bons communicants, capables de réagir aux événements. Donc, ils sont beaucoup dans la télé-réalité, dans l'immédiat, parce que les médias fonctionnent comme ça et eux, ils veulent vivre. La communication fonctionne comme ça, pas les médias. Florence Aubenas, on commande plus un livre politique où il y a des révélations, des anecdotes, qu'on ne commenterait un livre-programme, par exemple. Ah, bien sûr, mais des révélations, ça dépend de quel ordre. Plus il décrit le président comme un fou, plus on a de chances d'être pris, par exemple. En général, non. Je ne parle pas de Georges-Marc Benamou, mais en général, ça dépend. Enfin, c'est pas. Dernier mot sur ce sujet, après on avance, Guillaume Garot. Il est évident qu'il y a une crise de la démocratie aujourd'hui, une crise de la représentation. Je crois qu'on sera tous d'accord pour le dire. Mais est-ce que la bonne réponse, c'est ce type de bouquin, ce type d'interview, ce type de sortie médiatique auquel on assiste aujourd'hui? Moi, je réponds non. Certains vous diront que c'est la transparence, et que la transparence, c'est démocratique. Ou du voyeurisme. Allons-y. Enfin, lorsqu'il s'agit du bouquin de Trierweiler, on est là-dedans. Enfin, quand on voit les gens qui se précipitent pour acheter ce bouquin, je considère, moi, qu'on est là dans d'une curiosité finalement malsaine. Mais après, posons-nous les bonnes questions. Comment on refonde aujourd'hui la démocratie dans notre pays? Parce que moi, je le vis tous les jours aussi, comme député, comme élu local. On est évidemment très contesté dans le pouvoir même qu'on est censé porter. Les gens ne croient plus que la politique, ça peut changer les choses. Voilà ce qui sort. Mais à partir de là, regardons comment on peut intégrer davantage, faire participer davantage les citoyens à l'action collective. Et il y a juste une dernière chose. Moi, ce qui me navre et ce qui me surprend beaucoup, c'est que Internet a tout changé dans la vie. Dans notre vie quotidienne, on est toute la journée sur Internet. Il y a un seul domaine où Internet n'a rien changé, c'est la politique. Donc, si on voulait quand même se poser des questions toutes simples de l'utilisation des nouveaux usages d'Internet pour refonder, pour renouveler notre démocratie, je pense qu'on ferait faire à notre pays de vrais progrès pour resserrer le lien civique et donc le lien social aussi. Georges-Marc Benamou, vous Je veux dire que moi j'ai écrit, j'étais conseiller, mais je suis finalement le journaliste ou l'écrivain à la dominée en moi. Et moi j'estime que quand on est citoyen, qu'on paye ses impôts, moi j'ai pas de phobie administrative, etc. C'est intéressant d'aller voir comment ça se passe au cœur de l'État. Parce que quand on est journaliste, Florence Aubenas, moi, on déjeune avec des ministres, on voit des présidents, etc. Non, mais oui, par exemple, c'est une fiction. Mais voir le cœur de l'État, comment ça fonctionne, comment une décision est prise, comment elle n'est pas prise, comment elle est prise et derrière la technostructure bousille une décision ou l'anéantit, le fonctionnement de l'État, son inopérance parfois, tout ça, les politiques ont aussi des comptes à nous rendre. C'est intéressant d'aller voir comment ça marche. Et moi, ça a été dans ma démarche, il y a assez peu de vie privée, même si l'influence je parle de certaines influences, mais le cœur de la cité interdite, c'est ça qui m'a intéressé. Aller voir comment ça marche et aussi le processus de décision et dans le cas de Sarkozy, de renoncement. C'est ce que dit Fillon, c'est ce que dit Philippe Séguin dans un entretien que je publie. Pourquoi il renonce? Alors les témoins ne sont pas tous des politiques. Il y a également le vécu des gens de la rue qui est mis à contribution. Et là, on est dans l'émotion pure. Vous allez le voir par quelques exemples télévisés.